Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un auteur congolais, entre autres, qui a écrit sur un sujet qui préoccupe, si ce n'est tous, la plupart des Africains, et pas seulement des Africains. Il s'agit du pétrole et des violences qu'il suscite. C'est le titre d'un livre, le livre de M. Isaac Koula, ici présent parmi nous. Ce livre a été édité dans le cadre d'une collection, la collection Point de vue, que dirige M. Denis Priant, directeur général de l'Harmattan. M. Isaac Koula, qui, je crois, maintenant est en train d'accueillir Maître Baudouin, soyez les bienvenus, a commis déjà un livre sur le pétrole intitulé « Démocratie congolaise brûlée au feu du pétrole ». Et aujourd'hui, après une enquête de plus de 2 ans sur le terrain, au risque, au prix de sa vie, il nous présente aujourd'hui ce livre « Pétrole et violence au Congo-Brazzaville ». À sa droite, vous avez M. Félix Bankunda, soyez le bienvenu. Vous êtes juriste, chercheur à l'Université de Limoges et membre de l'Association française des constitutionnalistes. Vos points de vue éclairés de juristes nous seront très très importants. L'autre côté de la table qui vient d'arriver, Maître Baudouin, soyez le bienvenu parmi nous. On vous connaît de nom, homme des médias, d'abord juriste, avocat. C'est vous qui avez rédigé la préface de ce livre. Une préface qui invite pas seulement à la lecture, mais aussi à l'action. Nous aurons l'occasion d'en parler. Soyez le bienvenu parmi nous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'auteur, M. Isaac Koula. On se demande pourquoi la démocratie ne fonctionne pas dans ce pays, pourquoi il y a autant de coups d'État, pourquoi il y a autant de guerres civiles, pourquoi il y a autant de pauvreté alors que le pays est classé 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, pourquoi la plupart des Congolais veulent quitter leur pays pour émigrer, s'installer notamment ici en France, et pourquoi la classe politique apparaît si cynique et si cupide. Alors, si vous voulez, il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été données ici et là. En général, lorsqu'on parle de guerre, notamment en Afrique, plus particulièrement dans le cas du Congo, on explique que ces guerres viennent de la haine entre les différentes communautés du Congo. Et quand on parle de la démocratie, on nous dit en effet que les Congolais ne sont pas mûrs pour la démocratie. Et lorsqu'on parle de la pauvreté, on explique tout simplement qu'il s'agit d'une gabégie, la gabégie des dirigeants congolais eux-mêmes, mais aussi leur incompétence. Et notamment lors de la guerre de 1997, on nous a expliqué entre autres que s'il y a eu la guerre, c'est simplement parce que le régime démocratique n'a pas, si vous voulez, respecté la Constitution. Bien, alors, quand vous observez toutes ces réponses, vous vous rendez compte que ces réponses ont un point commun. Elles mettent en avant la responsabilité des dirigeants africains. On ne parle pas beaucoup du pétrole, et lorsqu'on évoque le pétrole, naturellement, on nous explique que ce sont des dirigeants congolais qui se battent entre eux pour s'installer au pouvoir et pour pouvoir piller leur pays. Alors, si vous voulez, dans mon livre, je me suis intéressé au rôle joué par les cadres de la compagnie Elf Aquitaine. Il faut comprendre que Elf Aquitaine, c'est une compagnie qui est extrêmement puissante dans le pays. Elle fournit jusqu'à 80% des recettes du pays. Et donc, j'ai voulu m'intéresser au rôle d'une compagnie aussi puissante, même si on n'en parle pas suffisamment. Alors, pour ma part, je pense que l'audit réclamé par la Conférence nationale souveraine de 1991 a joué un rôle important dans le dysfonctionnement de ce pays qu'est le Congo-Brazzaville. Alors, pourquoi? Parce que ces cadres se sont enrichis. Et là, il n'y a pas de doute. Ces cadres se sont enrichis et cela a été démontré, a été prouvé par les juges de l'affaire Elf.
Alors, les juges de l'affaire Elf, si vous voulez, ont montré que l'argent était prélevé frauduleusement dans les caisses de la compagnie Elf Congo et placé dans des comptes privés qui appartiennent à 2 cadres de la compagnie. Et ces 2 cadres étaient chargés de la répartition à l'intérieur de la compagnie et la répartition en dehors de la compagnie. Et donc, vous comprenez très bien que pour ces cadres, la réalisation de cet audit risquait donc de révéler cet enrichissement personnel, risquait également de les conduire en prison. En cette année 91, ils décident donc, c'est le terme qu'ils ont employé eux-mêmes, de torpiller l'audit réclamé par la conférence nationale congolaise. Alors pour cela, ils vont commencer par ouvrir un compte à Lausanne dans la banque de Genève qu'ils appellent. Donc ce compte s'appelle Tomate. Et dès le 15 janvier 92, le Congo est victime d'un premier coup d'État de l'ère démocratique. Alors il s'agit là d'un coup d'État particulier parce que c'est un coup d'État qui vise le Premier ministre de transition, mais ne concerne pas le président de la République, alors qu'en général, lorsqu'il y a un coup d'État en Afrique, c'est vraiment le président qui est emporté et avec lui, tout son gouvernement. Et dans ce cas précis, il s'agit de viser uniquement le Premier ministre de transition. Alors pourquoi il a été visé? Simplement parce que ce Premier ministre de transition s'occupait des questions pétrolières. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un extrait d'une note trouvée dans les coffres-forts d'Elf à la Défense. Donc une note qui explique très bien l'activisme des dirigeants d'Elf au Congo-Brazzaville particulièrement. Alors, compte rendu avec Monsieur T. Monsieur B vient de voir Sassou et lui a proposé d'exécuter les opposants qui lui seraient désignés. Sassou vient de recevoir les pièces des blindés achetées par l'intermédiaire de Mbaye, qui était un agent de renseignement gabonais. Transport aérien de Genève à Libreville, puis ensuite Libreville-Brazza. Mokoko a rejoint Brazza le 26 novembre. Alors Mokoko, encore une fois, c'est le chef d'état-major, effectivement, en cette année 92. Sassou doit essayer de le persuader d'agir. Bongo, dès son retour le 25, avait téléphoné à Sassou dans le même sens. Une équipe de mercenaires est prête à agir depuis Libreville. Et donc, c'est ce que j'indique moi en page 43 de mon livre. Et donc, on voit bien que les cadres d'Elf sont très concernés par les problèmes congolais. Et naturellement, il va y avoir d'autres coups d'État. En 92, il y aura 2 guerres civiles. En 93 et en 1997. Et naturellement, les cadres d'Elf réussissent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire de torpiller l'audit. Et naturellement, l'audit n'a plus eu lieu ou a été carrément saboté. Alors, les Français, si vous voulez, le peuple français, les Français ne sont pas informés précisément des agissements des cadres de la compagnie au Congo. Mais par contre, les Français voient qu'il y a des guerres dans ce pays qui est un pays francophone. Donc, d'une certaine manière, s'interrogent quand même. Et à ce moment, les cadres d'Elf prévoyants donc prennent le devant et donc leur expliquent que les intérêts pétroliers de la France seraient menacés par les Américains avec la complicité du régime congolais qui serait anti-français. Et pour ma part, j'ai cherché les preuves de ces accusations qu'on trouve ici et là. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. Finalement, quel est le bilan pour la France? Donc, pour la France, si vous voulez, pas grand-chose. Donc, ce qui s'est passé au Congo, pour la France, le bilan est globalement nul. Il n'y a pas de gain. Par contre, on sait qu'en 1997, il y avait 6000 Français au Congo. Et aujourd'hui, il y en a 3500. Cela signifie que la présence physique française au Congo a été diminuée de moitié. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la France. Par contre, on voit de plus en plus de Chinois
qui sont en train de s'installer à la place des Français qui ont été chassés par le comportement de ces cadres dirigeants de la compagnie Elf au Congo. Alors, pour le Congo, par contre, le bilan est catastrophique. Hein. Alors, le processus démocratique était mis en place en 91 et donc stoppé. Le Congo est aujourd'hui en pleine dictature. Alors, il y a eu des massacres de populations civiles en 1999. Et Elf Congo, donc la compagnie plus ou moins à l'origine d'un certain nombre de dysfonctionnements, Elf Congo est remplacé depuis par la Société nationale des pétroles du Congo. Et comme Elf, la SNPC, donc ça c'est le nom de cette compagnie, n'aime pas les audits, hein, de la même manière que Elf en son temps. Alors d'ailleurs, selon le cabinet d'audit KPMG, qui a été mandaté par la banque, le FMI, pour effectivement suivre la transparence dans les comptes de la gestion du pétrole par cette société. Ce cabinet d'audit est formel. Selon ce cabinet d'audit, les comptes de la SNPC ne sont pas auditables. Donc, depuis 1999, ce cabinet d'audit dit la même chose. En 99, les comptes ne sont pas auditables. En 91, pas auditables, il n'y a rien qui change. Et jusqu'à maintenant, ces comptes restent auditables. On voit qu'il y a une volonté de, effectivement, pas mettre la transparence dans ce secteur. Tout simplement parce que, à mon avis, la SNPC continue à jouer le rôle que Elf Congo jouait en son temps. D'ailleurs, on trouve autour de la compagnie les cadres dirigeants d'Elf Congo. Ils n'apparaissent pas dans les organigrammes, mais dans la plupart des documents, on voit ces noms apparaître, que ce soit dans les transactions en Suisse, que ce soit dans les transactions dans les paradis fiscaux, ces noms apparaissent régulièrement. Et donc, de quoi s'interroger si la SNPC, c'est pas simplement Elf Congo, mais avec effectivement un visage où on voit des cadres congolais qui apparaissent. Alors, cette compagnie est tellement opaque que tout citoyen congolais qui réclame la transparence de cette compagnie est mis en prison. Lundi dernier, notre compatriote Christian Munzeu a été arrêté à sa descente d'avion alors qu'il revenait de Paris. Il venait ici en Europe pour assister à un certain nombre de réunions. Et donc, il a été cueilli à sa descente d'avion et mis en prison. Et naturellement, il s'est demandé pourquoi je suis arrêté. Et on lui explique qu'il a, disons, dénigré le président de la République lors de ses conférences de presse en Europe. Donc, quand on dénigre un président, dénigré, bon. Quand on critique un président de la République au Congo, on se retrouve en prison. Bien, alors, donc, ça prouve bien que ce régime a des difficultés avec le droit, a des difficultés avec la justice. Et pour ma part, je vais plutôt laisser la parole à Maître Baudouin, effectivement, qui a examiné les rapports entre ce régime, le régime congolais, et les problèmes de droit, notamment dans plein de questions. Maître Baudouin qui a suivi l'affaire des disparus 8, donc connaît bien en matière de droit comment fonctionne ce régime. Quelques observations peut-être donc touchant plus particulièrement l'aspect judiciaire et l'aspect état de droit, ou plus exactement manque d'état de droit au Congo Brazzaville. Bon, le tableau d'ensemble vient de vous être brossé. Il est évident que l'on se place du point de vue moral ou du point de vue politique, on se trouve dans une situation qui est tout à fait inadmissible. Tout à fait inadmissible parce que d'abord c'est la population du Congo-Brazzaville évidemment qui est victime de cette collusion d'intérêts entre les puissances économiques, le pouvoir politique actuel du Congo-Brazzaville et le pouvoir politique français, puisque au-delà des déclarations très lénifiantes et parfois tout à fait satisfaisantes du président Chirac sur la nécessité de respecter les droits de l'homme partout dans le monde, on constate un décalage total entre le propos tenu
et la réalité de l'action, puisque à peine a-t-il dit il faut respecter les droits de l'homme qu'il va saluer son grand ami Sassou Nguesso et de complicité en complicité, eh bien, ils font leurs petites affaires ensemble sur le dos évidemment de la population, encore une fois, de ce pays. Alors il est vrai, on vient de vous le dire, que il y a eu au Congo-Brazzaville ce qu'on appelle l'affaire du beach de Brazzaville. C'est-à-dire, comme vous savez tous, le massacre d'environ 350 à 400 réfugiés qui étaient passés en RDC et qui, sur les assurances données par le président Sassou Nguesso lors d'interventions radio et télé, sont revenus dans leur pays avec la garantie qu'aucun mal ne leur serait fait. Tel n'a pas été le cas, puisque en mai 1999, enfin au printemps 1999, il y a eu ce massacre d'un certain nombre de réfugiés revenant de RDC à Brazzaville. Inutile de vous dire que la justice congolaise ne s'est pas saisie du dossier, qu'il ne s'est évidemment pratiquement rien passé au Congo même, malgré l'action entreprise par les familles des disparus, par les défenseurs des droits de l'homme et par un certain nombre de membres de la société civile qui se battent très difficilement dans ce pays pour essayer de faire prévaloir un minimum de respect des droits. Et puis, il se trouve que sur le fondement d'un principe qu'on appelle le principe de la compétence universelle, il a été possible, 2 ans plus tard, fin 2001, de saisir la justice française de ce dossier. Alors pourquoi la justice française a-t-elle pu être saisie? D'abord parce qu'il n'y avait pas eu de justice au Congo-Brazzaville, parce que l'idéal c'est bien sûr de juger les coupables dans le pays où ils ont accompli leurs méfaits, mais pas possible. Donc il y a eu une plainte déposée parce que l'un des responsables visés, c'est-à-dire le général Dabira, qui était inspecteur en chef des forces armées, avait une double domiciliation, c'est-à-dire qu'il avait un domicile à Brazzaville, mais il avait aussi un domicile en France, à Villeparisis, près de Meaux. Et la loi française permet de déposer une plainte en France pour des crimes commis à l'étranger, par des étrangers, contre des étrangers, en matière de torture ou en matière de un certain nombre d'autres exactions sur la base de conventions internationales, à condition que l'un au moins des présumés coupables se trouve sur le territoire français. Et donc à l'époque, nous étions fin 2001, le général Dabira était en France, on a pu déposer cette plainte. Cette plainte a été déposée par la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue française des droits de l'homme et l'Observatoire congolais des droits de l'homme, qui est une organisation de défense des droits de l'homme du Congo et qui est affiliée à la FIDH. Cette plainte a permis l'ouverture d'une information, c'est-à-dire que 2 juges d'instruction, Mme Bouvier et M. Gervillier, ont été désignés. Ensuite, plusieurs victimes se sont également constituées partie civile avec la FIDH, la LDH et l'Observatoire congolais pour les droits de l'homme. Et en particulier, 2 rescapés miraculés de ces événements du beach de Brazzaville, c'est-à-dire deux ressortissants du Congolais vivant en France désormais et qui ont été vraiment tirés d'affaire miraculeusement après avoir été très gravement blessés lors des exécutions. Cette plainte a dans un premier temps donné des résultats très satisfaisants car les 2 juges d'instruction ont vraiment rassemblé une masse d'informations permettant de rétablir la réalité de ce qui s'était passé, la vérité des faits et aussi d'établir une certaine chaîne de responsabilité. Le général Dabira a été entendu par le juge d'instruction une première fois, et puis le juge l'a convoqué, nous étions en 2002, la machine politique et la collusion franco-congolaise est entrée en marche absolue.
le président Sassou Nguesso est venu à Paris en septembre 2002, a rencontré bien sûr le président Chirac, et l'un des sujets de discussion, ça a été dit, il y a eu une conférence de presse, c'est un secret pour personne, l'un des sujets de discussion a été cette procédure en France, et Sassou Nguesso a évidemment mis tout son poids dans la balance auprès de Chirac pour dire c'est pas possible, il ne faut pas que ça dure. Alors, il y a eu il y a eu plusieurs contre-feux évidemment qui ont été mis en place. Le premier de ces contre-feux a été la saisine de la Cour internationale de justice de La Haye. C'est-à-dire que le Congo-Brazzaville a saisi la Cour internationale de justice en disant que cette procédure en France n'avait pas lieu d'être parce que ce qui se passe au Congo, ça doit être jugé au Congo et ça n'a pas à être jugé en France. Et la France, qui n'avait jamais accepté la compétence de la Cour internationale de justice depuis 1973, je crois, ou 1974, époque à laquelle elle avait été condamnée pour les essais nucléaires dans le Pacifique, a accepté la compétence de la Cour internationale de justice pour cette affaire-là. C'est vous dire déjà la collusion entre les deux pays. L'instruction a néanmoins poursuivi son cours car la Cour internationale de justice a refusé de la suspendre, comme l'avait demandé l'État congolais. Le Congo avait demandé que pendant la durée de la procédure devant la CIJ, la procédure en France soit suspendue, soit arrêtée, soit bloquée. La Cour internationale de justice a rendu un arrêt pour dire non, la procédure se poursuit, et puis nous rendrons une décision dans 3 ans, 4 ans, car les procédures sont très longues devant cette juridiction, mais ça a été quand même une sorte de petit camouflet pour les autorités congolaises. Et puis les événements sont précipités en mars et avril 2004. Les juges d'instruction, je vous l'ai dit, et en particulier le juge Gervillier, qui était devenu le seul juge chargé de cette affaire, car l'autre juge, Mme Bouvier, avait quitté ses fonctions, le juge Gervillier apprend que se trouve en France Jean-François Ndengue, qui était le directeur de la police nationale. Jean-François Ndengue était également visé parmi les personnes susceptibles d'avoir des responsabilités dans cette affaire du Biche de Brazzaville. Le juge d'instruction, après avoir vérifié qu'il était bien en France, il avait d'ailleurs lui aussi un appartement à Meaux, ça ne s'invente pas puisque c'est le tribunal de Meaux qui était saisi, il avait un appartement à Meaux. Le juge d'instruction va faire entendre le 1er avril, en le plaçant en garde à vue, va faire entendre Jean-François Ndengue. Le 1er avril dans l'après-midi. Après cette audition en garde à vue, le 2 avril, Jean-François Ndengue va être déféré, 2 avril 2004, là nous sommes en 2004, Jean-François Ndengue va être déféré devant le juge d'instruction, qui va le mettre en examen, et le juge des libertés et de la détention va placer Jean-François Ndengue en détention le 2 avril vers 21h. C'était un vendredi, je me souviens très bien de cette affaire que je suis depuis le début. C'était donc le 2 avril, vendredi 2 avril, vers 21h, Jean-François Ndengue est placé en détention. Dans la nuit du 2 au 3 avril, sur appel du parquet et saisine immédiate de la chambre de l'instruction, Madame Raden, pour ne pas la nommer, va siéger à 1h30 du matin et rendre une ordonnance de 3 lignes pour dire qu'il faut mettre immédiatement en liberté monsieur Jean-François Ndengue qui venait d'être transféré à la prison de la Santé. Et ce monsieur est sorti à 6h du matin, ou 5 ou 6h du matin, ce qui est exceptionnel parce qu'on ne sort pas quelqu'un d'une prison française ou ailleurs, d'ailleurs dans la nuit. Il est sorti, donc il y a eu une levée d'écrou, il a été immédiatement amené à je ne sais quel aéroport pour regagner Brazzaville où il a été accueilli en triomphateur. C'est simplement, si j'insiste un tout petit peu sur cet exemple, c'est vous dire à quel point la collusion est forte entre ces deux États, mais on pourrait citer d'autres exemples avec d'autres États africains, je cite celui-ci parce que là on est en train de parler du Congo-Brazzaville, c'est vous dire à tel point la collusion est forte, et collusion forte au point que toutes les règles de l'état de droit sont bannies, pas seulement au Congo-Brazzaville, ce qui c'est un petit peu plus qu'en France, mais y compris en France. Donc c'est dire quand même le poids de ce phénomène et la difficulté de lutter contre cette situation. Alors je vais aller vite sur la suite, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail des dédales procéduraux. Sachez simplement qu'après cet épisode d'Ndengue, qui là a mis vraiment en émoi le pouvoir congolais, la riposte s'est fait redoubler en puissance. Bon, il y avait déjà la Cour internationale de justice qui était saisie, il y avait toutes les entraves que je vous épargne,
qui ont été apportés au travail du magistrat instructeur en France. Et à ce moment-là, il y a eu 2 nouveaux contre-feux qui ont été ouverts. Le parquet français, qui avait accepté d'ouvrir l'information sur la base de la plainte que nous avions déposée. Il avait ouvert cette information. Bon, sur instruction évidemment au plus haut niveau, a demandé l'annulation de tous les actes d'instruction et en particulier l'annulation de la saisine initiale qu'il avait lui-même déclenchée. Vous voyez la turpitude jusqu'où elle peut aller. Vous avez le parquet qui dit j'ouvre une information. Bon, alors évidemment, c'est un petit peu, il y a un acte pris par le parquet, un réquisitoire introductif, ça s'appelle, et qui ensuite dit mon réquisitoire introductif, il était nul, je demande l'annulation. Et effectivement, la Chambre de l'instruction, docile, va rendre en novembre 2004 une décision qui va annuler toute l'instruction. Donc toute l'instruction française qui est vraiment un dossier très solidement constitué va être annulée. Alors il y a un pourvoi en cassation que nous avons formé qui va être examiné ces jours-ci, c'est-à-dire avant la fin novembre, avec un arrêt qui devrait être rendu en décembre. Je ne sais pas ce que sera la décision de la Cour de cassation. Je pense quand même qu'il est plus difficile, malgré tout, d'avoir une influence politique aussi directe sur la Cour de cassation par rapport à la Chambre de l'instruction. On a un petit espoir parce que vraiment cet arrêt mérite d'être cassé. On verra. Deuxième contre-feu, et j'en ai presque terminé, c'est le procès qui a été ouvert à Brazzaville même. C'est-à-dire que voyant qu'il y avait cette procédure en France, le pouvoir congolais, en pleine collusion avec le ministère de la Justice français, tout ça se fait la main dans la main, a imaginé un simulacre de procès qui s'est tenu à Brazzaville à l'été 2005, tout simplement pour essayer de court-circuiter la procédure française, en se disant si jamais la Cour de cassation casse, si la procédure reprend en France, il faut qu'on puisse opposer qu'on a jugé à Brazzaville. Non bis in idem, c'est-à-dire on ne peut pas juger 2 fois les mêmes personnes pour les mêmes faits, donc on opposera qu'il y a eu une décision à Brazzaville, on ne peut donc pas poursuivre en France. Bien. Et on a assisté à ce procès quand même tout à fait extraordinaire où les autorités congolaises ont poursuivi pour crimes, y compris de génocide, on n'a jamais dit qu'il y avait eu un génocide, jamais. Mais eux, pour essayer d'ailleurs de nous discréditer un peu en prétendant qu'on avait accusé de génocide. On n'a jamais dit que c'était un génocide. On s'est contenté de dire c'est déjà suffisamment grave que c'est un crime contre l'humanité de massacrer 400 personnes. Bien, donc on a poursuivi une quinzaine de personnes à Brazzaville pour crimes de génocide, crimes contre l'humanité, torture, etc. Et ce procès était fait, ce qui est quand même, vous en conviendrez, assez inhabituel, non pas à des fins de condamnation des personnes qui comparaissaient, mais à des fins, au contraire, d'absolution de ces personnes, donc pas pour les voir déclarées coupables, mais pour les voir déclarées, au contraire, non coupables. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une décision de la Cour de Brazzaville qui a acquitté toutes les personnes qui comparaissaient. C'est vous dire, donc, sur le plan judiciaire, vraiment les difficultés considérables qui peuvent être rencontrées. Alors on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras parce qu'en France, donc, comme je vous l'ai indiqué, nous attendons cette décision de la Cour de cassation. Et puis, c'est jamais, le régime du Congo-Brazzaville peut changer. Je pense qu'il y a des gens ici, dans cette salle, certainement, et ailleurs, qui se battent pour. Et donc, on n'abandonnera pas à leur sort les victimes de ce massacre du printemps 1999 et de leurs familles. Pour terminer, bon, je crois que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que il est évidemment très très difficile pour les défenseurs des droits de l'homme, pour les avocats, pour les opposants, de se battre à l'égard de se battre contre ce régime. Et c'est extrêmement important, je crois, qu'il y ait, c'est pas ici pour faire la publicité de l'ouvrage, mais je crois que c'est extrêmement important qu'il y ait, avec toutes les difficultés parfois à faire paraître et puis à faire connaître, qu'il y ait des ouvrages comme celui-ci qui dénoncent. Et je crois qu'à chaque fois où l'on peut remettre l'éclairage sur ce qui se passe, en dénonçant à la fois le comportement du pouvoir du Congo-Brazzaville, mais aussi la complicité coupable des autorités françaises,
Je crois qu'on fait vraiment œuvre de bienfaisance, de vérité et de justice. Je crois que d'ici la fin de cette séance, c'est intéressant de voir quelles actions seraient possibles pour ce qui est de la société civile d'entreprendre ou bien de vous rejoindre pour donner encore du poids à votre action. Maintenant, je vais passer la parole à M. Félix Bankunda, qui est juriste aussi, pour présenter quelques aspects du même dossier, à savoir le pétrole au Congo-Brazzaville, en gardant en mémoire qu'en parlant du Congo-Brazzaville, nous parlons, sous-entendu, des autres pays africains, comme l'a dit Maître Baudouin et M. Isaac Koula. Vous avez la parole. Mais je dois plutôt commencer par le remercier pour m'avoir invité donc au commentaire disons, de ce document qui est très fouillé et qui est excellent. Et puis je remercie en même temps Maître Baudouin pour ses précisions. On lit toujours ce qui concerne le Congo à travers le plus souvent la télévision ou quelques articles donc, des médias. Et c'est toujours intéressant d'avoir des précisions effectivement de bonnes sources comme ça. Bon, donc moi je vais intervenir sur, en quelque sorte, constitution et démocratie, le côté un peu paradoxal de tout ce qui existe au Congo. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité africaine, congolaise en particulier, on va rapidement d'une conscience à une autre et on se rend compte qu'en fait on ne sait plus exactement de quoi l'on parle. Parce que quand on parle de démocratie au Congo, c'est-à-dire au sortir donc de la conférence nationale, il y a eu une constitution qui a été adoptée le 15 mars 1992. C'est la toute première dans l'histoire, disons, politique et constitutionnelle du Congo, la toute première à être adoptée de manière démocratique. Avant 1992, il y a eu au moins 13 textes. Et, bizarre, quand je dis 13 textes, parce qu'il y a une nuance, il y a eu des actes fondamentaux et des constitutions. Et curieusement, dans l'histoire constitutionnelle du Congo, il y a eu plus des actes fondamentaux, c'est-à-dire des régimes provisoires, il y en a eu plus que les véritables constitutions. C'est-à-dire jusqu'avant 1997, c'est-à-dire là, disons, la date d'adoption de l'acte fondamental, disons, qui a suivi l'avènement du général Sassou Nguesso, on avait eu 7 régimes provisoires et puis 6 constitutions au sens formel du terme. La particularité, disons, de la Constitution de 1992, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'il y a, en quelque sorte, un débat réel qui intéressait toutes les forces vives de la nation. C'est la première fois que, en fait, tout le monde, régime, disons, parti au pouvoir, c'était le parti unique à ce moment-là, et ensuite, disons, l'opposition, débat du texte adopté. Et c'est la première fois, surtout, il faut le noter, que le président qui va être élu est précédé par la Constitution. Sinon, dans l'histoire du Congo, on a eu plusieurs présidents, chaque président qui arrive adopte sa Constitution. C'est-à-dire, il prend d'abord place, et enfin, il adopte une Constitution qui lui convient. Ce qui est également, disons, particulier, disons, en général, Sassou Nguesso, c'est que c'est le premier, c'est vrai qu'il est celui qui reste le plus longtemps au pouvoir, mais c'est le seul qui, tout en étant au pouvoir, adopte 4 textes constitutionnels. C'est-à-dire, quand il arrive le 5 février, disons, 1979, le 7 février 1979, il adopte un acte fondamental, donc il met un terme, disons, à l'acte fondamental de 1977 qui était là, qui avait donc suivi la mort du président Ngouabi. Le 26 mars 1979, c'est encore un nouvel acte fondamental, donc il a 2 textes constitutionnels, alors qu'il est au pouvoir. Et enfin, le 8 juillet 1979, il adopte également une constitution. Effectivement, il a ouvert le pays à la démocratie, oui, mais en ne précisant pas que la première réaction, à la suite d'ailleurs, disons, d'un congrès du parti en 90, c'était de dire que non, la démocratie ne pourra avoir, c'est-à-dire le multiparti ne pourra avoir lieu qu'à terme. Et que c'est suite seulement, disons, à l'action de l'opposition naissante à ce moment-là que, effectivement, il accepte d'ouvrir le pays à la démocratie. Donc ce n'est pas un acte, disons, unilatéral, disons, du régime d'alors qui ouvre le pays à la démocratie. Donc pour revenir à la Constitution de 1992, sa particularité par rapport à la vie politique du Congo, c'est d'annoncer qu'à l'avenir, si un régime, un pouvoir, arrive par coup d'État, effectivement, il y a la désobéissance civile. Autrement dit, le coup d'État, bien entendu, est déclaré inconstitutionnel, ça on s'en doute, mais c'est dit de manière expresse. C'est d'une manière expresse, bon, au sens juridique du terme, pour bien expliquer, au sens constitutionnel, ça veut dire que si un régime arrive effectivement dans ce contexte-là, tous les actes qui sont adoptés par ce régime sont nuls et de nul effet. Bon,
ça, c'est le texte. Mais il y a un aspect qui est encore particulier, du moins dans les relations franco-africaines. Il y a eu la Baule, mais c'est le président Mitterrand, mais il y a eu également 1996. L'été 1996, c'est le président Chirac qui séjourne au Congo et qui conforte également ses principes. Un peu comme pour dire, jamais nous ne pouvons plus accepter. Enfin, disons, ce terme à lui, c'est que les coups d'État, les prononcements ne peuvent plus être acceptés. Donc c'est quand même une confirmation de ce qui existe déjà dans les textes du Congo. Malgré cela, je ne reviens pas sur la vie politique du Congo de 1992 à 1997 qui sont bien retracés par Isaac Koula. Il y a donc les événements donc, de 1997. Il y a une décision qui est prise donc, par le Conseil constitutionnel congolais, que nous avons eu à commenter, donc, qui a été interprétée comme étant une décision politique. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment une décision, disons, purement juridique, et qui est constitutionnelle, qui est indiscutable du point de vue de ses effets. Le régime est quand même renversé donc, en octobre 1987. C'est frappant quand même la façon dont effectivement le nouveau pouvoir est investi. Les Congolais n'ont pas encore renoncé à leur démocratie. La première déclaration d'investiture du nouveau régime est des autorités françaises. Le 17 octobre, disons 1987 exactement, le ministre des Affaires étrangères dit ceci, que Isaac Rakoula d'ailleurs rappelle dans son premier ouvrage, que désormais il appartiendra au président Sassou Nguesso de relancer le nouveau processus démocratique. Les Congolais n'ont pas encore, disons, renoncé à leur démocratie. Le président Sassou n'a pas encore annoncé qu'il prend le pouvoir. Les autorités françaises annoncent déjà que c'est à lui de lancer le nouveau processus démocratique. C'est-à-dire qu'ils ignorent purement et simplement la constitution en vigueur qui a été adoptée de la manière la plus régulière. Et naturellement, à part de là, qui est donc en quelque sorte une bénédiction qui est faite au nouveau régime, là, disons, il y a un acte fondamental qui est adopté, donc, et ensuite, effectivement, tout ce qui s'ensuit, la mise en place des nouvelles institutions, des députés nommés, etc., etc., enfin, jusqu'à la constitution donc, du 20 janvier 2002. Alors, il y a quelque chose que nous tenons à souligner sur cette constitution de 2002. C'est-à-dire que, du point de vue de la procédure exactement, à partir du moment où la constitution qui a précédé est adoptée de manière régulière, que celle-ci avait été adoptée à 96,32%. Tout le monde sait, pour ceux qui ont bien observé, disons le contexte d'adoption de la Constitution de 2002, pardon, tout le monde sait donc que, bien que tout était faussé depuis le départ, c'est-à-dire que les conditions d'adoption, et également, disons le fait que, en principe, c'était pas adopté conformément à la procédure qui a déjà été retenue par la Constitution de 1992, mais même en ce qui concerne les chiffres, il y a la confirmation qu'en fait cette constitution est inexistante. Puisque la participation, qui bien entendu est fausse, parce que les rapports, disons de l'AFP, annoncent que pratiquement la plupart des gens avaient préféré, en quelque sorte, bouder le référendum constitutionnel. Le chiffre est donné par le ministère de l'Intérieur, mais il n'arrive pas à dépasser les 72%. Donc déjà, au niveau, disons du taux de participation, parce que on serait tenté de dire, hein, pour ceux qui s'enferment dans les procédures juridiques, on serait tenté de dire que, oui, à partir du moment où il y a eu un référendum, et que ce référendum, en quelque sorte, a adopté la nouvelle constitution, peu importe. Mais du point de vue juridique, il est quand même précisé que un référendum n'est considéré comme étant effectivement valide que dans la mesure où la consultation se fait de manière conforme au texte existant, c'est-à-dire conformément à la Constitution. Parce que c'est bien vrai, on peut penser dans ce contexte, non pas à l'histoire, disons, de la France, où on se rappelle en 1962, quand le général de Gaulle décide de modifier la Constitution de 1958, de telle sorte que le président puisse être élu au suffrage universel, il le fait de manière pas tout à fait conforme donc à la Constitution, puisque les cas sur lesquels effectivement la Constitution française prévoyait le recours au référendum ne prévoyait pas justement ce cas-là, c'est-à-dire la modification, disons, dans le contexte de l'élection du président de la République. Le débat qui s'était posé à ce moment-là avait été bloqué par le fait que le Conseil constitutionnel français avait préféré effectivement la solution selon laquelle, à partir du moment où le peuple
a confirmé, c'est-à-dire a donné donc, disons, en quelque sorte, raison au président de la République, nous avons du mal, effectivement, à censurer une disposition comme celle-là, même si elle n'est pas conforme à la Constitution. Mais, par la suite, effectivement, la doctrine, et même, disons, la jurisprudence, a posé le principe selon lequel, pour éviter les abus, un référendum ne peut être considéré comme étant valide que si, effectivement, la consultation se fait conformément au texte en vigueur. Dans le cas du Congo, ce n'est pas le cas. Donc, même si, effectivement, dans l'hypothèse où on ne va pas chercher pour vérifier si, effectivement, disons, le résultat des élections avait été en faveur donc, de cette constitution, c'est-à-dire celle de 2002, mais on se rend quand même compte que la consultation n'est pas faite conformément à la constitution existante. Donc, de ce point de vue, le terme que nous retenons, nous, c'est qu'effectivement, il s'agit d'un État hors la loi. Quand nous disons État hors la loi, c'est parce que, effectivement, la Constitution, qui est la forme juridique qui donne naissance à l'État, est adoptée de manière irrégulière. On ne peut que constater que nous sommes là en face d'une Constitution inexistante et donc d'un État hors la loi. Pour ceux qui suivent un peu, disons, la vie juridique et politique française, il y a un lien qui est établi justement, disons, entre ces termes par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il dit que non, toute société dans laquelle, disons, la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée d'un point de constitution. Autrement dit, de la Constitution, on tire effectivement la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Et donc, sans constitution adoptée de manière régulière, effectivement, l'existence de l'État peut être discutée. Ici, ça peut paraître un peu théorique, mais si vous voulez, la question qui peut se poser, Maître Baudouin l'a annoncé, qui peut se poser, disons, après le régime actuellement en place au Congo, c'est celle de savoir quelle valeur il faudra accorder aux actes essentiels. Hein, et puis par le régime en place, est-ce que l'on doit considérer par exemple que tous les contrats essentiellement pétroliers, parce que le fond de tous ces canaux, tout ce qui s'est posé au Congo, c'est quand même le pétrole, est-ce que tous les contrats signés par le régime en place à l'heure actuelle de Brazzaville doivent être considérés comme étant valides, puisque la personne qui les a signés, le président de la République, n'est pas légitime. Puisque la Constitution, sur la base de laquelle effectivement ces décisions, ces contrats ont été signés, n'est pas valide, est-ce que ces contrats peuvent être considérés comme étant des contrats légaux? Là, une question de fond vient d'être posée en lien déjà avec les deux premières interventions, la question de l'état de droit. Et la question que je m'en vais poser directement à Maître Baudouin, tant qu'à vous, c'est ensuite c'est une manière déjà d'ouvrir le débat. Étant donné ce contexte juridique où il manque un état de droit, c'est un état hors la loi, d'une part, d'autre part, où la vie judiciaire, la séparation du pouvoir pour être directe n'est pas garantie, d'autre part, la justice n'est pas indépendante, donc, étant donné aussi qu'il y a eu création, n'est-ce pas, de la société nationale de pétrole du Congo, qui est en fait une société générée, qui vient de Elf Congo, voilà, même s'il y a changement de cadre, la question que je vais poser, comment est-ce que les Congolais, la société civile, peut entrer, disons, redécouvrir, avoir accès aux sources du pétrole du Congo, c'est-à-dire l'argent qui a été dilapidé, en d'autres termes. Comment est-ce que les Congolais peuvent prétendre y accéder? Voilà une question. Une deuxième question, étant donné cet état hors la loi, M. Bankunda, aujourd'hui, quelles sont les démarches que, n'est-ce pas, les Congolais peuvent entreprendre, puisque nous avons tous, au niveau de l'Afrique, en mémoire, la transition brutale. En fait, c'était un coup d'État entre Pascal Lissouba, ce qu'il y a eu en lien avec le pétrole, et l'arrivée de nouveau du président Sassou Nguesso. La même question peut se poser dans d'autres États. Voilà un peu les deux premières questions pour ouvrir le débat. Je pense que tout le monde ici a déjà entendu ces réactions, notamment, disons, des journalistes ou même des hommes politiques français, qui en général disent, ben oui, le Congo ou les États africains ont eu leur indépendance, ces affaires, disons, africo-africaines, ces affaires congolaises. Il y a une phrase, disons, du professeur Tchenkantadiou que je vais citer, hein, qui essaie à peu près d'illustrer cela.
dans un ouvrage qui s'appelle « Les fondements économiques et culturels de l'État d'Afrique noire », le professeur Cheikh Anta Diop dit que, disons, le génie du général de Gaulle a été de délier les liens avant qu'ils ne rompent. Autrement dit, écoutez, il a eu cette stratégie qui consiste à se dire, écoutez, on peut continuer à être présent, mais en donnant l'apparence de ne pas être là. Et c'était d'autant mieux que pendant donc, ces années-là, il y a déjà en quelque sorte, disons, les coups de boutoir, donc, disons, des forces africaines pour arriver à l'indépendance, et la propagande donc, des pays de l'Est. Et il a réussi effectivement cette stratégie qui fait que, en gros, la France est là, mais dans le fond, mais en apparence, elle n'est pas là. L'action des forces, je vais dire, nationales, ne puisse pas avoir suffisamment d'effet. Ce dont on est content aujourd'hui, quand on bavarde quand même, disons, avec certains qui suivent effectivement l'activité politique, disons, en France, c'est une certaine prise de conscience de la société civile française ou internationale sur les cas des pays africains. Je ne sais pas comment demain on pourra dire, par exemple, dans le cas du Congo, qu'un pays qui est le 4e ou le 5e pays producteur de pétrole, où le quasi-monopole de l'exploitation du pétrole a appartenu pendant longtemps à une seule compagnie, comment est-ce que l'on pourrait expliquer que dans ce pays-là, les enfants puissent suivre les cours à même le sol? Comment pourra-t-on expliquer que la majorité de ces Congolais s'en sortent avec moins d'1 dollar par jour? Comment est-ce que, franchement, bon, bref, moi je pense que la solution réside dans une certaine prise de conscience des problèmes africains par la société civile française notamment, qui peut leur apporter leur soutien parce que tout est biaisé au niveau notamment des relations politiques, au niveau des relations de pouvoir. La plupart ont dû lire l'ouvrage donc de Michel Roussin, disons, l'Afrique majeure. On est frappé quand même, du moins dans l'évolution des rapports après la bolle, parce que, moi, on a tendance à dire que c'est à part la bolle que la situation change en Afrique. Et M. Roussin dit dans cet ouvrage que non, nous avons pris conscience du fait que la bolle a été une erreur. Que quand on ouvre la démocratie en Afrique, quand on laisse la démocratie fonctionner, finalement, ça se réduit à la carte des ethnies. Voilà ce qu'il dit. Bon. Tous ceux qui observent bien le phénomène politique africain savent que c'est faux. C'est faux, d'autant plus que, quand on prend le cas du Congo, en 1992, celui qui est élu comme président est issu d'une ethnie minoritaire. Peu importe. Enfin, la réponse, je pense, la réponse de fond avait été donnée par M. Verchard, qui n'est plus avec nous, qui a dit, mais écoutez, on dit que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie, mais on ne nous a jamais dit si elle a été mûre pour la dictature. Voilà. Donc je pense que la réponse est là. Pour moi, je pense que c'est le soutien de la société civile internationale, c'est la prise de conscience qui peut permettre effectivement à l'ouverture, effectivement, de la démocratie dans ce pays. Merci. Vraisemblablement, on ne peut pas limiter au plan national. Je crois que les deux plans sont étroitement liés. Bon, je pense aussi qu'à l'échelle internationale, ce qui va, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui va quand même dans un sens positif, même si les avancées sont pour l'instant très timides, c'est quand même la possibilité naissante de mettre en jeu la responsabilité des personnes morales, et en particulier donc des sociétés multinationales. Et je crois que ça, c'est aussi un combat qui commence à être mené d'ailleurs, mais qu'il faudra mener jusqu'à son terme. C'est la possibilité de poursuivre les sociétés multinationales, y compris en créant peut-être une juridiction pénale internationale comparable à celle de la Haye sur les crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes de guerre, qui serait chargée de juger le comportement des multinationales. Car tout à l'heure j'évoquais les diverses péripéties de la procédure en France, mais il faut savoir que le président Sassou Nguesso, c'est de notoriété publique, dans les discussions pression qu'il avait avec son homologue français, mettait en balance aussi la possibilité de traiter pour le pétrole avec des compagnies américaines plutôt qu'avec des compagnies françaises. Donc tout ce jeu n'est pas seulement national, c'est un jeu incontestablement international, et
la pression et des opinions publiques internationales et des organisations internationales, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, est effectivement, je pense, déterminante pour essayer d'obtenir des avancées. Qu'aujourd'hui, quand on a entrepris une réflexion très large sur les problèmes du Congo, les problèmes constitutionnels sont très intéressants quant à l'organisation politique de notre société. Les cas d'espèces que vous avez cités illustrent fort bien ce que le droit peut être une fiction. C'est bien d'établir les règles, mais en droit, il y a aussi la notion d'effectivité. Est-ce que ce que nous avons établi comme norme peut être appliqué? Ça suppose, en sortant de la conférence nationale, ou après l'adoption de la Constitution du 15 mars 1992, qu'il y ait des contre-pouvoirs, des garde-fous, des instances genre ombudsman pour surveiller l'application de ces normes-là. Or, à chaque fois, nous avons mis en place des constitutions. Ce que l'on constate, c'est que ces textes ne sont pas self-exécutés. Ce n'est pas parce qu'on a dit un régime issu d'un coup d'État ne posera que des actes illégitimes. Ça ne suffit pas. Il faut bien qu'il existe une instance qui surveille cette disposition et qui rend nuls les actes de M. Sassou. Or, cette effectivité au Congo, elle est nulle. On a l'impression que les juristes ou les acteurs politiques congolais sont très satisfaits de toute la littérature juridique qu'ils énoncent depuis, je ne sais pas, 46 ans. Et que si demain il y a une conférence nationale, peut-être faudrait-il qu'on se préoccupe à la sortie de cette conférence des moyens que nous mettons en place pour éviter toute autre dérive dictatoriale. Pour rebondir sur ce que dit monsieur, c'est la réalité même de la société congolaise. Vous avez parlé de société civile internationale, mais les problèmes d'un pays doivent d'abord concerner les nationaux. Lorsque monsieur dit à l'arrestation de Munzeo et de Makosso, quelles sont les organisations qui ont réagi? Il y a eu des réactions. Je prends simplement l'exemple de la manifestation qu'on a appelée à l'ambassade du Congo, où nous nous sommes retrouvés à 8 ou 9, le Mafimba et autres. Parce que justement, nous faisons la politique par procuration. Il faut toujours d'autres qui aillent en première ligne se faire tuer, les Kinganga, les Kikadidi, et tout ce que nous avons vu, ces pauvres civils qui ont été assassinés. Que les Congolais, justement, pour essayer de dire, de confirmer ce que dit monsieur, commencent par se dire que chacun de nous ici est un agent de l'action politique. Que ce n'est pas aux autres d'aller agir, ce n'est pas tel ou tel leader, c'est tous les Congolais. Aujourd'hui, on l'a vu, disons, on l'a vécu pour la Constitution de 92, mais on la vivra de manière inévitable avec la Constitution de l'heure. Hein? C'est parce qu'aujourd'hui au Congo, c'est l'homme fort, comme on le dit, qui est là, donc avec tous les soutiens qu'on imagine, qu'effectivement, on parle de la Constitution, disons, de 2002. Mais demain, la solution est tout à fait évidente. Demain, effectivement, cette Constitution s'effondrera d'elle-même, avec le renversement des visions de rapport de force. Donc je ne peux pas vous donner raison. Enfin, c'est en quelque sorte une compilation des différentes preuves de tous les mots qu'on retrouve au Congo-Brazzaville. Alors, ma question serait, est-ce que la population civile congolaise peut s'appuyer sur ce livre pour, par exemple, porter une plainte au niveau du TPI vis-à-vis des autorités congolaises? Je ne suis pas certain, si vous voulez, c'est pas le TPI, c'est la Cour pénale. Aujourd'hui, la juridiction existante, c'est la Cour pénale internationale, CPI, qui siège à La Haye, donc qui est une juridiction qui a été créée par le traité de Rome en juillet 1998, qui est entrée en fonction à compter du 1er juillet 2002, et qui est compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide à compter du 1er juillet 2002, mais c'est une compétence subsidiaire. Ça veut dire que ce sont les juridictions nationales, et c'est d'ailleurs très bien ainsi, qui conservent la compétence première pour juger. Et ce n'est que lorsque les juridictions nationales ne peuvent pas ou ne veulent pas juger que la Cour pénale internationale devient compétente. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, la Cour pénale internationale est compétente vis-à-vis des États qui ont ratifié
Alors, beaucoup d'États n'ont pas ratifié. Alors, je crois, est-ce que la République du Congo-Brazzaville a ratifié? J'ai un petit doute sur le moment. Bon, mais en tout état de cause, dernier point, si vous voulez, à mon avis, on n'est pas vraiment dans le domaine de compétence de la Cour pénale internationale. Ce sont des violations des droits de l'homme, évidentes, qui sont dénoncées dans cet ouvrage, mais la compétence est quand même très limitée à des actes spécifiques, encore une fois, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, d'où l'utilité, je le disais tout à l'heure, d'essayer d'élargir le champ sur des crimes qui peuvent être des crimes économico-financiers avec des incidences humaines et sociales. Quand on connaît l'importance des détournements de fonds qui sont opérés aujourd'hui par le régime du Brazzaville et les complicités dont il bénéficie au sein de la classe politique française, quel est le sens qu'on peut donner à une loi votée récemment par le Parlement français qui instaure des taxes sur les billets d'avion pour aider les pays pauvres comme le Congo? Autrement dit, est-ce que le Congo a besoin des taxes sur les billets d'avion pour vivre? Cette taxe sur les billets d'avion, moi je la trouve fantaisiste en fait. Parce que c'est une initiative qui vient du président français, Jacques Chirac, qui finalement, d'une certaine manière, est ami d'un président congolais dont les preuves sont établies qu'il détourne l'argent de son pays. Donc pour moi, je pense que c'est une initiative qui est critiquable. Enfin, mieux vaut laisser les Congolais gérer leur propre argent. Il y a la production pétrolière congolaise génère de l'argent, donc il serait souhaitable que les Congolais utilisent cet argent. Pourquoi aller chercher l'argent des billets d'avion payés par des Européens pour s'occuper des problèmes congolais? Donc pour moi, c'est tout à fait... Et de toute façon, on n'est même pas sûr que cet argent va arriver dans les caisses de ces pays. Donc l'argent va être détourné de la même manière que l'argent est détourné là, dans le cas du Congo notamment. Donc je ne suis pas convaincu de cette initiative. Puisqu'on donne l'impression depuis l'indépendance qu'effectivement il y a des aides massives qui sont données et que, ça ne bouge pas au niveau de l'Afrique, bon, ce geste y participe. Bon, maintenant, vu, disons, du Congo, c'est-à-dire uniquement du Congo, effectivement, on peut bien se poser la question quand on met en balance les moyens qui peuvent ressortir effectivement de cette initiative et les moyens abondants qui sont détournés, qu'effectivement c'est un peu de la poudre aux yeux. Mais il peut se passer que dans d'autres pays démunis, où effectivement il n'y a pas, disons, ces ressources à problème, c'est-à-dire cette malédiction comme on l'appelle, effectivement ça peut servir à quelque chose. Compte tenu de l'impact et de l'importance du pétrole au niveau international, est-ce que vous pensez que la France peut desserrer la situation congolaise? Parce qu'actuellement, vous savez que la Chine est en train d'essayer de prendre le contrôle également, d'investir en Afrique. Il y a d'autres pays, les États-Unis, qui ont également des vues sur le golfe de Guinée. Est-ce que cette situation ne va pas faire que la France sera obligée à tout prix de soutenir les dictatures, de continuer à soutenir les dictatures pour sauvegarder leurs intérêts? Le problème qui se pose au Congo aujourd'hui, ce n'est pas un problème des intérêts de la France. Ce n'est pas un problème de ravitaillement de la France. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai cherché les preuves de remise en cause des intérêts français au Congo. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Donc le ravitaillement de la France en pétrole n'est pas remis en cause. Qu'on laisse les Congolais profiter de leur part de pétrole dont on connaît pour l'instant, on ne connaît même plus le chiffre. Quelle est la part pétrolière du Congo aujourd'hui? Personne ne connaît. Même pas le président lui-même. D'ailleurs, quand on lui pose la question, il donne le chiffre de 20%, il donne le chiffre de 30%, donc lui-même, il ne sait même plus là où nous en sommes. Alors, moi j'ai fait les calculs. Donc selon les années, le chiffre oscille entre 13 et 18%. Et là, c'est calculé par rapport aux chiffres donnés par la SNPC elle-même. Donc on n'est même pas sûr que les chiffres donnés par la SNPC soient des chiffres exacts. Voilà, donc je pense que la France n'a pas, globalement pour ses intérêts, n'a pas à que ce soit un régime démocratique
ou avec le régime de la dictature aujourd'hui, ne peut pas se plaindre. Ses intérêts ne sont pas remis en cause. Le ravitaillement de la France en pétrole ne se posera pas, et je ne vois pas un régime congolais comme ça s'attaquer à cet intérêt-là. Mais par contre, effectivement, ce qui ne plaît pas, ce sont ces détournements de fonds, c'est de la part congolaise qui est détournée, avec la complicité alors, je l'ai dit aussi plus ou moins tout à l'heure, on retrouve autour de la SNPC les mêmes cadres d'Elf Congo qui ont opéré les mêmes détournements qu'avant avant la conférence nationale ou alors avant la création de la SNPC. Donc la SNPC, c'est une compagnie Elf Congo bis qui fait exactement la même chose, sauf que là, c'est des visages congolais qui sont présentés. On voit le visage de Gokana, naturellement, qui opère des détournements, mais c'est simplement un visage pour en cacher d'autres. Voilà. Je pense qu'au niveau des pouvoirs africains, il y a également une lecture, disons, de l'évolution des rapports, disons, entre ces pays et la France qui est faite. Il se doute bien qu'il y a un changement, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de ce qui se passe dans les relations financières par, disons, la société civile française, disons, par les médias, notamment par l'opinion française. Et donc, ils essaient d'anticiper. Maître Baudouin a parlé, disons, d'une forme de chantage, notamment, disons, du pouvoir politique congolais par rapport aux États-Unis, pour amener les autorités françaises, disons, en quelque sorte, à le soutenir. Je pense qu'effectivement, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a le fait que, au niveau des dictatures africaines, on essaie de se dire qu'il est possible qu'à un certain moment, vu la pression de l'opinion publique donc française, qu'il y ait une certaine tendance à les contraindre à un peu plus de démocratie, les contraindre à la démocratie. Et donc, ils essaient d'anticiper. Donc, ça procède d'une part du chantage, pour se dire, il faut effectivement tenter de s'ouvrir là-bas pour dire que dans l'éventualité où. Mais aussi, c'est une façon d'anticiper. Parce que, personnellement, je sais que non, il y a une certaine évolution au niveau de la France dans la lecture, disons, des relations franco-africaines. Bakary Touré, je suis journaliste à l'Observateur au Sénégal. Cette question du pétrole, aujourd'hui on parle du Congo, mais ça concerne surtout presque toute l'Afrique. Aujourd'hui, depuis presque 4 à 5 mois, dans mon pays, on a le courant parfois 6 heures de temps dans la journée. Et cela est dû au boycott ou au sabotage fomenté par Total Elf-Fina, qui détient 53% presque des actions de la SAR, la Société africaine de raffinage, qui assure la production, le raffinage et le truc pétrolier au Sénégal. Parce qu'à un certain moment, le président de la République qui devait travailler avec la France concernant certains... On cherchait des bus, des cars pour ravitailler Dakar et consorts, avait abandonné cette voie de la France tout en se ravitaillant avec les Indiens Tata et Volvo de la Suède. Et la conséquence a été, en un moment, il fallait demander à l'État du Sénégal de faire ça. Le cas où, au moment où Abdoulaye Wade a refusé de le faire, il y a eu, le commencement a été d'abord bloquer le pays pendant presque une semaine pour pousser les gens à descendre dans la rue, à créer des émeutes. On est passé de cette affaire, c'est le chantage des journalistes par rapport à des sujets qu'on traite concernant cette question du pétrole. C'est quoi? On nous demande des preuves. Et la recherche des preuves, j'aimerais interpeller le truc, comment est-ce qu'il s'est battu pour la recherche de ces preuves-là. Parce que chez nous, ne pas présenter une preuve concernant un papier pétrolier, c'est un délit. Mais la présentation de la preuve est encore pire. Parce qu'on est accusé, de recel de documents administratifs. Donc de toutes les manières, on ne s'en sort pas. Voilà, je félicite le grand frère et vous exhorte à nous expliquer comment est-ce que vous faites pour en sortir avec ce que vous dites. C'est un travail qui a été effectué, disons, sur près de 5 ans. Et il y a eu, entre autres, le procès Elf, le rapport, l'acte d'accusation effectivement du procès Elf, où des cadres d'Elf ont fait des aveux. C'est pour ça d'ailleurs que dans le principe que j'ai choisi moi, c'est de préférer les aveux publics, ou alors des aveux incontestables, tels que ces aveux qui ont été donnés au juge de l'affaire Elf. Et donc dans ce document, dans cet acte d'accusation,
il y a beaucoup d'informations, et donc quand je fais le lien, étant donné que je connais très bien le Congo-Brazzaville, quand je fais le lien des dysfonctionnements qui a eu lieu au Congo-Brazzaville, et j'écoute ces déclarations, naturellement, je les mets en phase, et c'est comme un puzzle qui fonctionne très naturellement. Et peut-être qu'il faut attendre un procès ELF sur ses actions au Sénégal, et à ce moment-là, peut-être qu'on comprendra mieux. Mais par contre, pour ce qui concerne le Congo et le Gabon, je pense qu'on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour comprendre le comportement qui a été celui des cadres de la compagnie ELF Aquitaine. Et donc, si vous voulez, les déclarations sur nos pays, ce sont notamment sur des articles de 10 pages, vous avez 2-3 lignes. Donc 2-3 lignes essentielles sur le pays, mais c'est enfoui dans un article de plusieurs pages. Et donc il faut l'extraire de là, et ensuite l'exploiter à fond. Voilà en gros le principe. Donc lire tout ce qui concerne le Congo, tout ce qui concerne le pétrole, et à ce moment-là on a toujours 2 ou 3 lignes qui peuvent vous intéresser. Je donne la parole au maître Baudouin indirectement, puisqu'il est sur le compte parti. Il dit: il serait impardonnable de continuer à fermer les yeux ainsi qu'à demeurer passif devant les méfaits d'un système dont sont victimes les citoyens du Congo-Brazzaville et hélas de beaucoup d'autres pays. Le présent livre, qui dissèque les conséquences négatives des agissements néfastes d'ELF Total, comme du régime de Sassou Nguesso, doit inciter à une totale remise en cause de la nature des relations politiques avec certains États d'Afrique. Surtout, alors que progresse contre vents et marées la justice universelle, il faut revendiquer la fin de l'impunité pour que tous les responsables, quels qu'ils soient, nationaux ou étrangers, des crimes commis au Congo-Brazzaville, soient poursuivis et jugés. Voilà une partie de la préface qui, en fait, incite à l'action. C'est pour ça que si vous avez des questions, s'il y a des actions, il y a eu des interpellations tout à l'heure, qu'il serait intéressant d'adresser à la personne, ou des personnes qui s'occupent de ce dossier de fond, c'est le moment de poser des questions. Ensuite, de lire le livre, puisque ça ne sert à rien de parler. Il faut lire cet ouvrage. Oui, monsieur. Je ne peux vraiment pas me retenir, d'autant plus que l'auteur est là, de parler de ce livre-là. Et j'aimerais quand même qu'en tant que Congolais, qu'on puisse lui apporter quand même notre soutien pour le travail qui a été fait. Donc il s'agit de Afrique, pillage à huis clos. Je crois que tous nous avons entendu parler de ce livre-là. Pour moi, les 2 livres se tiennent comme les 2 doigts de la main, parce que c'est le même problème qui est. C'est pour ça qu'il faudra le lire. Voilà. J'ai beaucoup apprécié la clarté de votre exposé et mettez bien en lumière le rôle de la France dans la crise qui a secoué et déchiré le pays dans les années 90. Et la question que je voudrais vous poser, c'est selon vous, finalement, dans cette crise des années 90, les États-Unis, de leur côté, sont totalement étrangers. Si les intérêts français sont menacés par les Américains au Congo-Brazzaville, ça m'étonnerait que les Français s'intéressent à une question où les intérêts du pays est en difficulté. Donc pour moi, c'est un faux problème. C'est comme un chiffon rouge qu'on secoue comme ça sur la tête des Français pour effectivement les empêcher de s'intéresser à la question. Les Américains ne sont pas concernés. De toute façon, à quel niveau? Ça serait à quel niveau? Bah ça, justement, c'est à vous de nous le dire. Moi, j'ai pas vu. C'est pour ça que à quel niveau? Enfin, je me pose la question. J'ai pas vu à quel moment les Américains sont rentrés. Des armes aux uns ou aux autres. Ça pourrait être en infiltrant des gens. Oui. Non, je pense pas. J'ai pas trouvé au niveau actuel de mes recherches. Par-dessous pour obtenir certains contrats, des transferts de contrats. Pas du tout. Alors, je prends un exemple. Par exemple. Je prends l'exemple de l'affaire Oxy. Parce que c'est cette affaire, effectivement, qui a été utilisée, qui a été montée en épingle ici en France, pour démontrer le caractère américain du régime congolais. Alors, que dit l'affaire Oxy? Du régime congolais, ici, la démocratie politique. Du régime congolais, effectivement, ici du processus démocratique qui a été mis en place. Alors, que dit ce contrat? Le Congo vend par anticipation sa part de pétrole à une compagnie américaine. D'accord? Le Congo vend sa part. En 93. En 93, bien sûr. Vend sa part. Bon, la part est bradée, certes, mais elle vend sa part. En quoi les intérêts français sont remis en cause? Aujourd'hui, la SNPC, entre guillemets, vend la part. La question, je ne demande pas en quoi les intérêts français seraient remis en cause. Je demande quel pourrait être le rôle joué par les Américains dans toute cette affaire. Oui. C'est-à-dire que bon, que la France est un rôle, ce qui paraît absolument évident. Okay. Maintenant, la question, là où je suis un peu plus sceptique dans votre exposé, c'est quand vous dites que les Américains sont totalement étrangers. Alors connaissant les Américains en plus à l'époque, on se situe quand même à l'époque où il y a quand même de la part de l'administration américaine une volonté manifeste, enfin à moins que là-dessus vous ne soyez pas d'accord non plus, et de déstabiliser quand même les Grands Lacs.
en partie quand même à partir du Rwanda, il semble. Là aussi, les Américains ont joué un certain rôle. Monsieur Jabi, je crois qu'il y a une précision peut-être à apporter. Par le propos de Monsieur Koula, le fait de dire que les intérêts français ne sont pas pour le moment menacés au Congo-Brazza. Pourquoi? Parce que la France a son nom sur place. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui les Congolais se dotent d'une personnalité qui épouse les convictions véritables des Congolais, la situation ne serait plus aussi sereine. Voilà. Voilà donc. C'est dire en d'autres termes que, en l'occurrence, la France a fait son choix, l'homme qui représente ses intérêts. C'est clair. Voilà. Et de deux, je crois, je n'apprends rien à personne, pour que Pascal Lissouba puisse partir de façon aussi brutale du pouvoir, c'est parce qu'il avait pris langue avec les Américains. Voilà. C'est une manière de mettre vos doigts, je ne sais pas. S'il y a des questions... Moi, c'est simplement, là où je suis un peu plus sceptique, c'est de penser que les Américains sont restés complètement immobiles dans toute cette affaire. Ça me paraît quand même un peu étrange de leur part, les connaissant. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt dire que dans cette affaire, depuis justement le chambardement qu'a fait De Gaulle, ce ne sont plus les États qui ont la main, mais ce sont les sociétés qui sont sur place. C'est des États, les hommes politiques étant baqués par ces groupes, les États suivent les hommes politiques qui sont baqués par les groupes. Donc les États n'ont plus leur mot à dire. C'est les groupes qui décident sur place. Mais je pense que dans cette affaire, il faut voir deux choses. Il y a les intérêts de la France et les intérêts des cadres de la compagnie. Parce qu'il y a deux intérêts qui s'entremêlent là. Donc les intérêts des cadres de la compagnie a pesé bien plus que les intérêts de la France. Parce que les cadres d'Elf prélevaient frauduleusement de l'argent dans la compagnie Elf Congo. Mais ils ne peuvent pas le faire ici à Elf Aquitaine, directement dans la maison, mais ils ne peuvent pas prélever de l'argent comme ils prélèveraient à Elf Congo. Parce qu'il y a une surveillance, il y a une démocratie, il y a des contre-pouvoirs, ils ne peuvent pas le faire ici. Et donc c'est bien plus important, c'est bien plus facile pour eux de le faire au Congo ou au Gabon. Et donc c'est cet intérêt, de mon point de vue, je pense que cet intérêt privé a joué un rôle plus important que les intérêts de la France. Et l'argent qui était prélevé était placé dans les comptes privés de deux cadres de la compagnie. Et ce sont ces deux cadres qui assuraient la distribution à l'intérieur de la compagnie, mais aussi en dehors de la compagnie. Les principaux auprès des autorités politiques. Et bon, les autorités politiques, bon, effectivement, les juges de l'affaire Elf, pour l'instant, ne sont pas allés jusqu'à voir quelle autorité politique française a profité de cet argent, parce qu'on leur oppose un secret défense. Mais effectivement, ça laisse penser à l'utilisation de ces circuits. Il est difficile d'imaginer que pendant au moins 3 décennies, on ait pris de l'argent quelque part d'Elf et que les comptables publics ne s'en soient pas aperçus. Donc en réalité, si on pouvait être clair dans cette, dans cette appellation, on aurait pu se dire où sont passés les milliards de pétrole africains. Parce que dans la comptabilité publique française, il est difficile d'imaginer qu'il y ait effectivement une escroquerie qui se fasse sur 3 décennies sans qu'effectivement on puisse s'en rendre compte. Mais effectivement, puisqu'on ne veut pas dire les choses clairement, il est mieux de dire effectivement les milliards d'Elf au lieu de dire les milliards africains, parce qu'effectivement, on engage la responsabilité de l'État français. Je constate que depuis les années 60, depuis les indépendances, le Congo s'est enlisé dans des problèmes, c'est vrai, des crises à répétition. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la question suivante. Est-ce que dans 10 ans, le Congo, la conscience congolaise, restera-t-elle toujours enlisée dans ces problèmes au lieu de décoller pour essayer d'innover le pays, d'aller plus loin? On sait qu'actuellement, l'Afrique du Sud a pris un très grand élan économique autour de la République du Congo, qui est au cœur même de l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de pays sont en train de décoller. Et que va-t-il se passer dans 10 ans, le Congo? Naturellement, si les choses continuent telles que ça fonctionne aujourd'hui, et dans 10 ans, ça sera, c'est pas 70% des Congolais en dessous du seuil de pauvreté, ça va être beaucoup plus que ça. Ça va être beaucoup plus que ça. D'autant que, selon les observations de du cabinet d'audit KPMG, il y a près de 250 milliards de dollars. Ça, c'est à partir des chiffres de la SNPC. On n'est même pas sûr que c'est vrai. Il y a 250 milliards de dollars qui disparaissent chaque année. C'est-à-dire le salaire de l'ensemble des fonctionnaires congolais pendant une année.
250 millions de dollars disparaissent chaque année. Donc quand on convertit en francs CFA, on se rend compte que c'est vraiment le salaire des fonctionnaires congolais pendant une année. Ah, donc et si on continue à ce rythme-là, et c'est depuis 98. Hein. Donc depuis que la SNPC a été créée, le chiffre est à peu près le même. En 2004, il a été de 237 millions de dollars, et donc c'est quasiment le même chiffre chaque année. Donc il faudrait véritablement que les choses changent au Congo, sinon il n'y a vraiment aucun avenir. Je suis Anne-Marie Kibongi, congolaise de cœur. Bon. J'ai travaillé beaucoup autrefois dans des projets de développement. Il y a un problème sérieux, c'est que la Banque mondiale, le FMI, même le Fonds européen de développement, tout le monde vote des crédits au Congo en disant que ça va mieux, qu'il est en voie de se récupérer, etc. Le mensonge est international. Comment maintenant les Congolais peuvent-ils agir au niveau de ces organismes? Votre livre peut contribuer, mais pour arrêter ce flot d'argent qui sert à l'achat d'armes et à autre chose. Et que personne n'est dupe maintenant, mais quel est le moyen d'arrêter ça? C'est plutôt une façon très concrète de poser le problème, et je m'en excuse. Mais peut-être qu'il faut recentrer sur les moyens de lutter contre ça. Vous risquez votre vie pour faire de l'information, ça ne peut pas tomber dans le vide. Bon, effectivement, il y a un faisceau de solutions qu'il faut envisager. Il y a mon cher ami, disons Aimé Mianzenza, qui a dit qu'il faut effectivement qu'au niveau des Congolais, ça bouge. Il y a peut-être également, disons, au niveau des autorités futures, donc des autorités politiques futures françaises, effectivement que ça change. Au moment où on parle un peu du renouveau des futures élections. Il y a également dans le système institutionnel, disons, congolais. Hein. Personnellement, je pense qu'il y a effectivement des modifications également à apporter à ce niveau. C'est-à-dire, c'est vrai que, effectivement, une conscience, on peut la mettre de côté. Mais enfin, je pense qu'on peut également faire quelque chose à ce niveau-là. On peut dire la conscience, c'est un petit bout de papier, mais regardons un peu, puisque le plus souvent, en ce qui concerne les pays d'Afrique francophone, la France nous inspire souvent. Quand, disons, au sorti de la guerre, effectivement, au sorti de la guerre, bon, disons à la 4e République, avec ce qui s'ensuit, c'est-à-dire donc l'instabilité, disons, l'institution, l'instabilité, disons, des pouvoirs, le général de Gaulle décide qu'il faut effectivement inverser la situation, c'est-à-dire au lieu que ce soit un régime parlementaire, qui est plutôt un président avec des moyens forts pour tenter de changer la situation. Au Congo, dans les pays africains, on n'a jamais donné cette réponse institutionnelle. Vous voyez donc de l'indépendance, c'est-à-dire en ce qui concerne le Congo. Première constitution, elle est de 1962. Jusqu'à 1992, c'est-à-dire date d'adoption de la première constitution, alors qu'on a vécu le présidentialisme, c'est-à-dire un président avec les pouvoirs forts, qu'est-ce que l'on fait? Bon, c'est vrai qu'en 92, la Constitution essaie justement de... C'est-à-dire on essaie de donner une réponse institutionnelle à ce qui était vécu autrefois. Mais quand on revient en 2002, quelle est la réponse qui est donnée? C'est plus de pouvoir au président de la République. Donc, c'est tout un faisceau de solutions qu'il faut envisager. Au fur et à mesure que l'on est en train de parler, effectivement, on pose quand même effectivement quelques solutions. Il faut qu'effectivement on se bouge au niveau notamment, disons, de la diaspora congolaise. Il faut qu'au niveau international, il y ait une prise de conscience. Il faut qu'au niveau de la société civile internationale, quand on parle de société civile internationale, il y a le Fonds monétaire, la Banque mondiale, il y a les médias, etc. Bon, il faut également qu'il y ait une réponse institutionnelle. On peut en imaginer d'autres. Alors, je pense qu'on peut observer aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau des Congolais, il y a ce que les Congolais sont divisés d'une certaine manière. Et donc, étant donné que les Congolais sont divisés, à ce moment-là, ils auront beaucoup de mal à apporter une réponse aux problèmes qui se posent. Alors, pourquoi ils sont divisés? Naturellement, parce qu'il y a eu, entre-temps, des guerres. Il y a eu des guerres, il y a des personnes qui sont mortes, et il y a eu des milices. Et donc, les milices sont identifiées, disons, ethniques. Donc, quand vous avez perdu votre parent, parce qu'effectivement, vous avez été attaqué par une milice d'une ethnie donnée. Et ça crée, à ce moment-là, de la méfiance à l'égard de cette ethnie. Donc, il y a une certaine méfiance ethnique qui s'est créée de plus en plus en fonction des guerres qui ont eu lieu, disons, depuis 93. Il y a eu la guerre de 93, il y a eu la guerre de 97, et donc, je crois que c'est un sentiment qui a, d'une certaine manière, divisé plus ou moins les Congolais. Donc, créé une certaine méfiance vis-à-vis de l'autre ethnie, de l'autre.
Voilà. Et donc je pense que le temps qui passe est en train, sans doute, d'arrondir un peu tout ce sentiment-là. Ça fait 9 ans, donc j'ai quand même le sentiment que tout ça est en train de changer. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, sur le fait de diviser, n'est-ce pas en fait le but de la classe dirigeante et le but des autorités en fait françaises qui les soutiennent, de diviser pour régner en fait. C'est clair, oui. Il y a une chose essentielle qui les unit, c'est le Congo. S'ils sont divisés, il n'y a pas de Congo. S'ils sont unis, il y aura un Congo. Sans rester dans le livre en tant que tel, parce que les éléments que vous donnez, ça fait réfléchir à ceux qui s'intéressent, à tous ceux qui s'intéressent à cette question. Je voudrais élargir un peu l'horizon sur 3 points. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre pétrole et violence, qui est le titre du livre? Lorsqu'on vous lit, on sent que ce lien n'est pas ténu, dans le sens que la guerre de Brazzaville de 1993 est partie, non pas parce qu'on se battait pour répartir les affaires du pétrole, mais parce que au second tour des élections présidentielles, librement, M. Lissouba et son camp ont accepté une alliance politique avec le PCT, ce qui est connu de tous les Congolais. Et à l'issue des élections du second tour triomphant pour M. Lissouba, il était question de répartir le pouvoir équitablement entre alliés. Et Dieu sait ce qu'il en est advenu. C'est le fait de ne pas repartir équitablement les compétences et les responsabilités qui a fait que le PCT, le lendemain, non seulement a dénoncé les 2 ou 3 postes provisoires ou considérés comme n'étant pas importants, que le PCT a non seulement quitté la majorité présidentielle, rejoint l'opposition. Et comme au moment où le PCT rejoint l'opposition, la constitution du Congo qui posait que le président de la République choisit le Premier ministre dans la majorité parlementaire, le PCT, avec les hommes de Kolela et bien d'autres, disent, ben voilà, sur le papier, nous avons la majorité au Parlement. Donc le Premier ministre ne peut être nommé que dans notre majorité. Le président dit non. Moi j'ai présenté mon projet au pays, j'ai eu l'absolution des Congolais, c'est mon programme qui s'applique. Le Premier ministre de Lissouba se présente devant le Parlement, il est renversé. Et le surlendemain, le président dissout l'Assemblée nationale. La guerre de Brazzaville est partie. Donc, il faut toujours prendre soin. Nous rencontrons nos collègues enseignants, chercheurs et les politiciens, notamment en termes de solutions. On ne peut résoudre le problème qu'en décantant la situation. Si tous les Congolais ne savent pas d'où est venue la guerre, on va chercher des solutions, même ce que vous avez indiqué, les milices. Mais ce ne sont pas les milices qui ont pris l'option de la guerre au Congo. Non, ce sont les politiques qui, dans la lutte pour le pouvoir d'État, sont allés chacun dans son coin, recruter, etc. Donc, ce n'est pas le pétrole en tant que ressource qui est la cause de la guerre. Le pétrole en tant que ressource est un moyen de guerre. Donc, dès lors que les hommes et les femmes sont déterminés à faire la guerre, il faut un moyen pour la faire. À ce moment-là, le pétrole, comme le diamant et d'autres minéraux ou ressources, même y compris l'eau, même la forêt, l'accès aux ressources de forêt, peut être un moyen de violence dès lors que la violence est déjà dans l'esprit des acteurs politiques congolais. Donc l'autre élément, c'est une question de choix stratégique des acteurs. Lorsque la conférence nationale souveraine a eu lieu, pour ceux qui se souviennent encore et qui étaient déjà adultes par rapport aux jeunes qui sont dans cette salle, mais il a été décanté la situation du pétrole de A à Z. La conférence nationale souveraine a démontré de A à Z d'où venaient les ressources du pétrole, qui en a fait quoi, et le préjudice qui était posé au peuple congolais. On avait cru, d'ailleurs le président Lissouba, le choix qu'il fait sur Oxy, partait de la légitimation de la conférence nationale souveraine de dire il faut changer les acteurs pétroliers, ou à tout le moins chercher les acteurs qui permettent au Congo en tant que gouvernement souverain d'avoir la main sur le pétrole. Donc dans le choix, il y a une légitimité que le gouvernement Lissouba tire de la conférence nationale souveraine. Mais seulement, comme vous l'indiquez si bien, le reproche qu'on puisse faire, c'est que ce choix
quand on sait qu'elle, c'était l'État dans l'État, si on choisit un partenaire, il eût été l'issue de choisir aussi une grande société pétrolière qui a pignon sur rue non seulement à Wall Street, mais à la Maison-Blanche, de telle sorte que s'il y a confrontation d'intérêts, que le gouvernement congolais, son choix, ne puisse pas être blackboulé par la puissance elfe qui était déjà dans le pays. Donc, en choisissant un acteur pétrolier mineur, bien entendu, comme vous l'indiquez à juste titre, il n'était pas question de remettre en cause les intérêts de la France, encore moins d'elfe. C'était tout simplement pour que le gouvernement congolais vende lui-même. C'était l'option que le président Lissou avait. Mais, quelles que soient les idées et les options qu'on puisse avoir autour de cette question, le choix n'était pas destiné à un acteur pétrolier majeur qui pouvait inquiéter les intérêts de elfe au Congo ou à tout le monde, dans un bras de fer qu'on pouvait imaginer, permettre au gouvernement congolais de s'asseoir éventuellement sur le soutien des États-Unis. C'était un acteur pétrolier périphérique qui ne jouait pas beaucoup pour que le gouvernement américain sente vraiment le besoin. Et quand vous relativisez tout cela en pensant que les intérêts maintenant pétroliers, les capitaux qui circulent, les capitaux anglo-saxons ou américains proprement parlant, sont dans la quasi-totalité des multinationales. En conséquence de quoi, quel intérêt les Américains auraient-ils à aller s'attaquer à Elf si, par capitaux interposés, ils ont déjà la part dans Elf? Ça aussi c'est une réalité, mais que beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à percevoir. On dit oui, mais la France fait, mais ici où nous sommes, pour les plus vieux d'entre nous, le CAC 40 fonctionne comment? 2/3 de ressources du CAC 40 sont d'origine anglo-saxonne. Qu'est-ce que l'Amérique gagnerait à aller chasser la France au Congo alors qu'il a la main ici? Donc tout ça, il faut relativiser un peu. C'est le troisième point qui me paraît le plus important dans tout ça. C'est la vision stratégique du choix sur le pétrole en tant que ressource. Et là, ça a été dit par les uns et les autres. Le drame, ce n'est pas que Elf exploite le Congo. Le drame, ce n'est pas que la France soit au Congo. Mais je dis ça au travers des conférences pour éveiller la conscience des Africains d'une manière générale et des Congolais en particulier. Le drame, c'est qu'en face d'Elf, en face de la France, en face des intérêts américains, il n'y a personne qui sache où sont les intérêts du Congo. Quels sont les intérêts congolais vitaux, c'est-à-dire non discutables, non négociables, et quels moyens le Congo se donne-t-il sans l'usage de la force de les défendre? Et si les moyens diplomatiques ne marchaient pas, est-ce que le Congo peut monter d'un cran pour user la violence et défendre ses intérêts, y compris au prix de la vie des Congolais? Ça, ce n'est pas aux Français qu'il faut le demander. C'est pas le gouvernement américain n'est pas, Bush n'est pas élu, Chirac n'est pas élu pour aller défendre les intérêts des Congolais. Nous sommes les seuls, parmi les hommes et les continents, à croire qu'une élection en France, c'est pour défendre les intérêts du Gabon. Nulle part au monde, tu vois les intellectuels aller boire en disant oui, mais parce que le gouvernement français a changé, demain, les intérêts de Côte d'Ivoire vont être défendus par les... C'est incroyable. Il n'y a que les Africains qui croient à ça. Alors, si il y avait... Et c'est ça, à mon avis, c'est une question primordiale. C'est la question des intérêts du Congo. Ce n'est pas à la France d'aller définir les intérêts des Congolais. C'est aux Congolais eux-mêmes de dire quels sont les intérêts du Congo négociables sur le bois, sur les ressources, les poissons, sur l'accès. Il y a une gamme de variétés de ressources du Congo. Qu'est-ce qu'on peut négocier? Avec qui? À quel prix? Et que tire le Congo comme intérêt? Les relations internationales, c'est la réciprocité. Vous voulez le bois congolais? Nous, on a besoin d'écoles, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de dispensaires. C'est du donnant-donnant. Mais le drame congolais, qui est le drame d'autres pays africains, c'est qu'en face, il n'y a personne. Où il y a des gens, mais qui ne posent pas les problèmes du Congo. Et qui ne sont pas prêts à dire, moi je veux mourir parce que je défends les intérêts du Congo. D'ailleurs, s'il y avait des gens qui seraient morts, tous les Congolais auraient su que tel est mort en défendant les intérêts du Congo. Alors, on a des gouvernements, à tort ou à raison, qui sont, comme vous l'indiquez dans votre livre, qui participent au jeu concurrentiel qui est prévu par
le marché avec les intérêts, des soutiens, etc. Mais ça... Le président installé aussi. Hein. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Ce gouvernement-ci, depuis 1997, comme les gouvernements d'avant, celui de Lissouba, comme d'autres gouvernements à l'époque du marxisme, léninisme, etc. Mais c'est toujours les Congolais à la solde d'autres intérêts et qui racontaient des histoires aux autres Congolais. Et ça, ce n'est pas fini. Si ça continue, alors à ce moment-là, ce que nous disons ici n'a pas de fin. Tout à l'heure, quelqu'un avait indiqué dans la salle que même ceux qui étaient à la conférence nationale souveraine, probablement avec un verbe haut, contre le régime marxiste et contre les Sassou, beaucoup l'ont rejoint. Alors si, je dis beaucoup, en français beaucoup, ça veut dire qu'il y a d'autres qui résistent. Et il faut saluer ceux qui résistent. Les résistants, il faut les saluer, mais ils ne sont plus nombreux. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une prise de conscience des Congolais, qu'il faut défendre les intérêts du Congo, comme les élites françaises défendent les intérêts de la France au Congo, l'illusion selon laquelle la France domine, la France va dominer, parce que c'est l'intérêt de la France. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tant qu'il n'y a pas une élite congolaise capable de défendre les intérêts des Congolais, les affronter aux intérêts américains, mais on laissera les Américains chercher à défendre leurs intérêts au Congo, y compris par la violence. Parce qu'au moins, quelqu'un qui sort d'une école américaine, stratégiquement parlant, il sait le jour de prendre le pouvoir où sont les intérêts de l'Amérique. Quels sont les intérêts à défendre diplomatiquement? Quels sont les intérêts qui, s'il y a menace, d'utiliser la force? Mais qui, parmi les élites ici et d'autres qui ne sont pas là, combien au Congo sont préparés, lorsqu'ils accèdent aux responsabilités, de savoir d'abord où sont les intérêts du Congo? Mais c'est une question de rapport de force. Oui, mais les rapports de force, on les crée. Ça se crée, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'élite et d'homme. Est-ce que vous avez un mécanisme à proposer? Une question. Alors, par rapport à le livre comme celui-ci, d'autres qui ont été, celui qui a été publié, donne l'état des lieux. Il y a des hommes politiques ici, il y a des gens qui passent le plus clair de leur temps en prenant, même au prix de leur vie, qui sont menacés en tant ou opposants officiels ou supposés opposants parce qu'ils disent des choses qui contrarient le gouvernement de Brazzaville. Ces gens-là ont pris sur leur vie des risques au nom du Congo. Mais je ne parle pas de cela. Ou en parlant de cela, l'intérêt maintenant c'est de changer la vision idyllique, idéaliste, qui consiste à dire oui mais le Congo aujourd'hui c'est la France qui fait ceci, est-ce que demain on se tourne même vers la Chine, on voit les Africains faire, j'ai fini, je vois les Africains faire une balade à Pékin, ils vont là en disant quoi? Oh mais on va remplacer la France, on va les États-Unis, mais la Chine ne vit que parce que soutenue par la France, les États-Unis et de notre genre. Qu'est-ce que la Chine peut bien changer par rapport aux intérêts américains au Congo? Tout ça, c'est une illusion dans laquelle les élites se bercent encore. Il faudra encore une trentaine d'années de colonialisme chinois pour se souvenir que c'est la même chose. La première, c'est de dire, pour une information de le professeur, de dire, en fait, d'accord PCT-IPADES, il n'y en a pas vraiment eu. On avait dit que l'accord c'était pour aller en campagne. Après la campagne, on devait négocier les accords politiques. Le PCT n'a pas voulu négocier les accords politiques, il a dit on a fait un accord. Ça c'est un petit truc. Le deuxième aspect du problème, par rapport à Oxy, je pense que le problème d'Oxy, c'est que quand l'Issouba s'est tourné vers Oxy, les dirigeants d'Elf ont pris peur de ce que l'Issouba devait se conforter dans son pouvoir et il ne pourrait pas avoir les moyens de faire revenir M. Sassou. Donc je crois que c'est des petits plans d'État qu'on a voulu avec Apani, qu'on a voulu diaboliser l'Issouba. Le vrai problème, je crois que le vrai problème c'est de dire, il n'y a pas que l'Afrique qui produit du pétrole. Mais pourquoi est-ce qu'ailleurs le pétrole donne des résultats et qu'à dans une partie de l'Afrique, parce qu'en Afrique du Nord ça ne se passe pas comme ça. L'Algérie fait produit du pétrole, il gère son pétrole normalement. La Libye gère son pétrole normalement. Mais c'est surtout l'Afrique francophone qui a des problèmes avec le pétrole. Un petit exemple. Quand on a privatisé Elf, on a dit sauf Elf Congo et Elf Gabon. Réfléchissez à ça. Le vrai problème c'est de dire, et c'est un piège y compris pour les Français eux-mêmes,
crois que notre jeune frère a dit, en réalité, dans ce qui s'est passé, une bonne partie est de la responsabilité de quelques citoyens qui sont des dirigeants de certains intérêts particuliers qui ne sont pas forcément la France. Et à raison de cela, ils ont eux aussi piégé la France. Parce qu'il faut dire que si nous ne nous adaptons pas tous, les Français sont aussi perdants que nous. Plus nous devenons pauvres, moins ils auront d'acheteurs et plus ils auront de chômeurs. Ça, il faut qu'ils réfléchissent à ça eux-mêmes. Parce que nous sommes un peu leurs acheteurs. Si la Chine était restée arriérée, elle n'aurait pas acheté autant d'Airbus il y a une semaine. Elle n'aurait pas le moyen de le faire. Et Airbus allait peut-être avoir des problèmes pour se développer. Donc, résultat à l'idée que si les intérêts ne sont pas appréciés de manière logique, nous sommes tous perdants. Sur une longue période, nous sommes tous absolument perdants. Les Français comme nous. Donc, je crois que ce que fait la société française est une très bonne chose pour essayer d'apporter à leurs hommes politiques le fait qu'il faut qu'ils arrêtent de se faire trop manipuler par des intérêts privés qui ne sont pas forcément les intérêts des Français. En ce qui nous concerne, je crois que le professeur a dit une chose extrêmement importante. C'est vrai que nous sommes une race rare de gens qui fêtent pour la victoire des autres. Nous sommes une race rare qui pense que, y compris les opposants, ils pensent que c'est les Français qui vont voter pour eux quand il y aura les élections, s'il y en a vraiment. Parce que tout le monde veut être soutenu par un groupe donné. Mais je crois que c'est les Congolais qui votent. Et si on a eu aussi autant peur de la démocratie, parce que je crois que vous avez soulevé une question extrêmement importante. On a dit, l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie, mais est-ce qu'elle était prête pour la dictature? Est-ce qu'elle était préparée à la colonisation? Je crois que c'est ça les questions auxquelles il faut. On n'était préparé à rien du tout, mais on avait envie de vivre. Et parce qu'on veut vivre, on est préparé à toutes les épreuves nécessaires pour le développement de notre existence, pour notre réalisation effective. Donc je crois que le problème c'est de dire, si nous ne comprenons pas que nous-mêmes, comme dit le professeur, devons prendre conscience de ce que notre existence est le fait de notre propre volonté, à nous organiser, à faire de sorte que nous donnons les moyens d'exister, nous n'existerons nulle part. Il faut qu'on le sache, ça. Personne ne viendra faire pour nous ce que nous avons besoin de faire pour nous-mêmes. Prenons même le cas d'une famille. Est-ce que vous pensez même si vous avez un frère milliardaire, il peut régler vos problèmes de famille autant que vous-même? Non. A fortiori un pays. Si un pays croit que ce problème doit trouver une solution chez d'autres ou à partir des intérêts des autres, ce ne sera jamais un pays. Monsieur Sassou est venu ici, il a passé tout son temps à déblatérer sur les intérêts de la France. Il pense qu'il a le monopole de l'amitié avec des Français. Il pense qu'il a le monopole de la défense des intérêts stratégiques dans une zone particulière. Et là-dedans, ceux qui touchent un peu d'argent auprès de lui pensent que tant que Sassou est là, c'est bon pour eux. Mais ils se trompent aussi. Parce que tant que Sassou est là, le Congo va s'appauvrir. Et il a dit tout à l'heure, il y avait au moins 6 000 Français. Il n'y en a plus que 3 000. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont plus d'intérêt là-bas. Parce que Sassou les fait chasser en les faisant remplacer par d'autres. Mais à l'époque où elle était puissante, mais il y avait aussi d'autres sociétés américaines qui étaient là. Mais il faut tout exister sans qu'il y ait de problème. Donc, il y a un problème qui a été soulevé dans ce livre, celui des intérêts de quelques individus qu'ils ont voulu assimiler aux intérêts d'un pays ou de deux pays qui n'ont rien à voir et qui ont tout intérêt à s'entendre. Merci. Je pense personnellement que la question de l'alliance politique UPADS-PCT de 92 ou 91 avait été exagérément amplifiée pour tirer le prétexte, non pas, prenons dans l'hypothèse où ça existait, ce serait un contentieux politique. Mais ce n'est pas du contentieux politique qui s'est agi, mais d'un conflit, c'est-à-dire de violence. Quand vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a un lien automatique entre pétrole et violence, effectivement, vu sous cet angle-là, c'est-à-dire vu sous cette espèce-là, ce n'est pas aussi évident que cela. Mais en fait, quand on connaît mieux le marigot politique congolais, on se rend compte que cela n'a été qu'un prétexte. C'est-à-dire que la question était celle de savoir quel est le prétexte qu'on saisira pour effectivement en arriver au renversement du régime. Voilà la question. Donc moi je pense que le plus souvent, quand on n'a pas fait suffisamment marche arrière pour analyser effectivement les faits politiques congolais,
et qu'on prend les choses uniquement dans l'immédiat, on peut se tromper en pensant que non. Je pense que dans l'histoire politique, dans les faits, dans le contexte politique de l'heure, toutes les conditions étaient réunies pour cela et on attendait que le prétexte, effectivement, pour allumer le feu. Le livre en question, Isaac Koula, Pétrole et violence au Congo-Brazzaville, c'est un livre dont édité à l'Harmattan. Il coûte 21,50 €. Vous pouvez l'acquérir ici et dédicacé par l'auteur.